Al-Khatt fakhr al-hadarat. La calligraphie est la fierté des civilisations. Avec quelques gestes que j'ai répliqués ici, je vous ai téléporté quelque part à Casablanca. Question de vous raconter un peu l'histoire de votre merveilleuse langue. Vous savez, dans l'état où je suis un peu obsédé par les lettres. Je suis dans l'état où j'écris pour exprimer tous mes sentiments. J'écris quand je suis content, j'écris quand je suis triste, j'écris un peu pour me connecter à mon histoire, dans l'espoir peut-être de jouer un rôle et de garder ma langue en vie. Des fois, je puise au fond de moi pour essayer de trouver un peu de courage, pour juste m'arrêter. Tu vois, tout le monde, ils sont en train de courir et là, je m'arrête. Tu sais, je vois les gens autour de moi en train de courir et يقولوا لي ايش بيك يا صاحبي, vas-y, avance. نقول لهم خلوني, je veux juste voir, je veux juste regarder en arrière un peu. Et des fois, au fond de l'histoire, comme ça, j'arrive à voir des choses. Wallah al-azim. J'arrive à voir un peu la pictographie se transformer en idiographie. C'est ce passage en fait qui a facilité le passage du symbole à la lettre. Et je vois aussi au fond de l'histoire un peu les Araméens en train de sécher leur argile et en train de creuser les premières lettres que l'être humain ait connues. Al-Khatt al-Mismari, l'écriture cuneiforme, à 3600 ans avant Jésus-Christ. Je vois un peu encore dans un autre coin et je vois l'araméen en train de vieillir, al-Lugha al-Aramiyya, et voir son trône envahir par une nouvelle langue qui s'appelle Al-Khatt al-Nabati. Al-Khatt al-Nabati, en fait, vous devez le connaître. Car Al-Khatt al-Nabati a pris 11 ans, jour après jour, année après année, à transmettre ses gènes à son nouveau-né, Al-Lugha al-Arabiyya. Al-Lugha al-Arabiyya, elle a grandi en fait. Elle a grandi, elle a dit, vas-y, je vais envahir toute la place. Elle a envahi toute la place, la péninsule arabique et tout, puis après elle a senti le besoin de se diviser en deux stades. Regardez-moi ça. Al-Khatt al-Nabati, comment il s'est transformé en Khatt al-Arabi. Elle a dit, je vais me diviser en deux styles, je vais me diviser en Koufi. Le Koufi, c'est un style qui est très difficile de caractère, il est dur. Tandis que le Hijazi, c'est un style qui est docile, il est beau, facile d'utilisation, mais il a un défaut majeur. Il n'y a pas de point sur les lettres. Et je pense que la majorité d'entre vous ont déjà vu ce style-là. Il n'y a pas de point sur les lettres et pourtant on lui a décerné un grand honneur. C'est avec ce style-là qu'on a écrit les premières copies du Coran. Abul Aswad ad-Du'ali a un nom à apprendre, c'est le premier qui a eu l'idée de mettre les points sur les lettres. Abul Aswad ad-Du'ali, c'est un homme très intelligent. Et après, Abd al-Malik ibn Marwan, il a ordonné de mettre des mouvements sur les lettres. Et vous savez, les mouvements, Shadda ou Dhamma et toutes ces histoires-là, ça a un rôle. Ça rend l'arabe aussi sophistiqué par rapport au français et anglais et aux autres langues issues du latin, comme si tu compares un PlayStation 4 à un vieux Atari. Vous vous rappelez les jeux d'Atari, là, tiens, tu marques des buts comme ça. C'est vrai. Je vous donne un petit exemple, en fait. Mohammed a donné un livre à Khaled. En français, tu peux dire d'une seule façon, Mohammed gave Khaled a book. Tu ne peux pas changer les lettres, ça donne un autre sens. بالعربي بسم الله احسبوا معايا أعطى خالد محمدا كتابا أعطى خالد كتابا محمدا أعطى محمد كتابا خالدا. À chaque fois, tu vas changer les mouvements sur les lettres et ça te donne 10 possibilités. C'est la langue la plus riche au monde, mes frères et sœurs. Allez-y, soyez fiers de votre langue. Certains d'entre vous vont me dire pourquoi ce vieux monsieur Jayna min Tunis avec ses histoires de vieille calligraphie. Je vous dis, Ibn Khaldoun, le grand historien, il a dit le Maroc, il a joué un rôle très important dans l'épanouissement de la calligraphie arabe. En fait, pendant l'époque des Mouahidines, il y avait une grande bataille, car la calligraphie, le monsieur le Koufi dans lequel on a parlé, il a voyagé en fait du Koufa de Irak, il a fait le saut à Kérouan. Kérouan s'est épanoui. En bas, quand Kérouan allait tomber, le pouvoir, l'Andalus, kima ad-dunya ma'a al-waqf. Tu vois, comme on dit, la calligraphie, elle voyage avec le pouvoir. Et après, sur la terre du Maroc, il y avait une bataille féroce entre le Koufi andalousi et le Koufi kérouanais. Vous, les Marocains, راكم تشوفوا تقولوا نحن sponsor officiel, finale Champions League chez nous, tu vois, hein, finale Champions League chez nous qui va gagner, nous on s'en fout, on بيعوا شوية بسطيلة وشوية شبكية, tu vois. Mais ça, vous savez,
Il y avait un épanouissement énorme dans la calligraphie. Il y avait des waraq. Waraq, en fait, c'était des petites usines pour fabriquer les papiers qui étaient partout, à Fès, à Marrakech, partout, partout. Ça commence à pousser et on va pousser un nouveau style de calligraphie qui s'appelle Al-Koufi al-Maghribi. Le Koufi al-Maghribi s'est divisé en 5 styles. Regardez bien ces styles que vous voyez tous les jours devant vous, dans les mosquées, dans les journaux, tout ça. Regardez-moi ça. C'est énorme. Al-Khatt al-Koufi al-Mutamaghrib, Al-Khatt al-Mabsout, Khatt al-Mujawhar, Al-Khatt al-Mashriqi al-Mutamaghrib, Khatt al-Musnad. Ça fait du bien de connaître ces choses-là. Lights off, please. Huzn fi qalbi. Je répète les mêmes gestes en fait. Je répète les mêmes gestes en fait pour que vous compreniez un peu la technique. Là, je vous ai emporté quelque part pas loin de la Manara à Casablanca. Il y avait toute l'équipe TEDx qui était avec moi, gelée de froid pendant la nuit pour faire ces clichés-là. Alors, on applaudit l'équipe TEDx, s'il vous plaît. Mais dans un autre volet, en fait, je parlais un peu d'un truc un peu... Tu vois, je parlais un peu de moi. J'ai grandi dans une petite ville, en fait, qui s'appelle Gasserine. C'est une ville triste, pauvre, quelque part, sur la frontière de la Tunisie et de l'Algérie. En fait, c'est là où ont commencé les premières émeutes. Après, Sidi Bouzid, et après, ça a passé Gasserine et tout. J'ai grandi là, et puis mon père, c'était un homme très respecté dans la ville. C'était un homme, tu vois, avec un beau sourire. Là, je l'ai emmené la semaine passée avant de venir. La maison que vous voyez là, c'est la maison dans laquelle il était né. Je l'ai emmené un peu sur les traces de son grand-père. C'était un homme très respecté, mais il était connu pour être un homme fidèle à ses principes. Ces principes, en fait, lui ont coûté cher parce que c'était opposé à Ben Ali, ça nous a coûté très cher. Nous vivions constamment dans la terreur, Wallah al-Azim. C'était, en fait, les services de police, en fait, ils nous ont rendu la vie très, très difficile. J'oublie jamais le moment où on a décidé de fuir toutes ces souffrances-là vers l'Algérie. On était partis en pleine nuit, on a pris un autobus, après on a pris une voiture de location. Après, moi et mes petits frères et sœurs, moi je prenais un sac, j'étais tout jeune, et puis on a marché pendant 7 kilomètres dans la montagne pour enfin être interpellés par la police sur la frontière. Ils nous ont ramenés. J'oublie jamais qu'à 11 ans, il m'invite dans le poste de police pour me questionner, on me posait des questions, je ne savais rien, j'avais aucune idée de ce qui se passait autour de moi. J'entends toujours résonner dans mes oreilles les pleurs de mes frères et sœurs, les cris de ma mère à chaque fois qui casse la porte de la maison en pleine nuit pour venir chercher mon père. J'avais 11 ans, j'étais tout petit, et pourtant j'étais un élève brillant. Mon père était très content quand j'ai fini mes études primaires, j'étais sélectionné pour aller étudier au KEF, dans le lycée pilote. C'est une école pour l'élite, en fait, pour les élèves un peu brillants. Et là, mon père, il me dépose dans cette ville à 120 km de ma ville natale, et ce fut un choc terrible. À 11 ans, de quitter ma famille, de venir dans un environnement... J'étais très triste, je pleurais tous les jours. Mais cette peine-là risque de s'approfondir. Tu sais, on m'apprend un jour que mon père a été condamné à 13 ans de prison, et mon cœur était déchiré entre solitude et tristesse. Solitude, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui nous parle, en fait. Tu sais, personne ne nous parle dans la ville, on marchait, c'était comme des fantômes, parce qu'à chaque personne qui nous parle, c'était un risque pour eux. Et on vivait tout seul. Et moi, tous les jours, je pars. Et cette position-là, elle m'est fidèle, je l'aime beaucoup, je la fais même maintenant. Je me pose sur une petite colline, je m'isole, et puis je commence à pleurer pendant des heures. Des fois, j'ai plus de larmes. Wallah al-Azim, je me force, j'ai plus de larmes, et je fais quoi? Je rêve ma tête et je rêve dans ma solitude. Je sors de mon corps et je m'invente une vie et je vis cette vie-là, et puis pour moi, ça dure des décennies. C'était terrible, c'était très difficile pour moi. Et de retour à la maison après les vacances, la vie n'avait plus la même définition. Il n'y avait que de la tristesse entre les murs. Les murs, ils étaient froids, et je trouvais un petit réconfort à chaque fois que je me pose devant la bibliothèque de mon père. Je regarde ces livres, il y avait des vieux manuscrits, puis je les regarde dans l'espoir de trouver un peu, de sentir son odeur ou peut-être de voir son sourire.
Et peu à peu, j'ai commencé à ouvrir ces livres-là et j'ai commencé à copier cette écriture-là. Les livres, je ne comprenais pas grand-chose de ce qui était écrit. C'était du style maghrébi, un peu bizarre et tout. Mais là, ces livres-là, ils me racontaient des belles histoires. Ils me disent, Ma'alish Karim, c'est pas grave, ton père, il va venir un jour. C'est pas grave. Et j'ai commencé à écrire. Tout ce que je faisais, c'était écrire. Tous les jours, j'écrivais. Même dans mon école, j'étais connu pour être Karim le calligraphe. Et brusquement, la solitude se transforme en... Il y avait plein de monde autour de moi. Yallah, je Karim. Je m'en fous, tu vois, pour quelle raison ils viennent pour moi, mais au moins, j'ai du monde autour de moi. Et ces gens-là, ils viennent et tout. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers la calligraphie. Elle a donné un sens à ma vie. Elle peut donner un sens à votre vie, car c'est notre histoire, en fait. Elle peut donner un sens à votre vie parce que c'est plus qu'une écriture. C'est notre histoire. C'est nos ancêtres, c'est notre vécu. Et dans le stade où je suis, j'essaie de donner à la calligraphie. J'essaie de merger, quand vous voyez des styles anciens, du Koufi Kerouané avec du street art, pour aller ramener cette calligraphie vers le monde, la présenter aux autres. J'utilise du light graph pour faire des compositions pareilles, pour montrer que notre langue, elle est belle, elle est magnifique, elle est superbe. Fi sabil al-hayat. En 2011, merci. En 2011, j'ai senti le besoin de retourner à ma ville natale. J'ai vécu pendant 15 ans au Canada et puis j'ai senti le besoin de retourner pour contribuer un peu et j'ai commencé une série de projets en fait avec les jeunes. Et le premier projet, je me rappelle, ça s'appelle Light in the Revolution Night. J'ai pris un groupe de jeunes et puis on était partis sur les traces des jeunes qui ont été assassinés pendant la révolution en Tunisie. C'était pas loin de la maison de ma grand-mère et parmi ces gens-là, il y avait mon oncle qui était décédé et j'étais obligé d'aller écrire leurs lettres dans les mêmes endroits où ils étaient décédés avec de la lumière. C'était un petit projet, mais son impact était grand car on lui a décerné le International Award for Public Art. C'était un truc que j'ai fait avec du cœur et c'est pour ça que ça a du sens. Après, j'étais parti avec un groupe de jeunes comme suite logique à ce projet-là et on a peint la plus grande murale de calligraphie en Tunisie et l'une des plus grandes en Afrique du Nord. 240 mètres de pure beauté. On a écrit le poème de Aboul Qasim Chebi sur les murs de la prison, cette même prison dans laquelle mon père il a passé 2 ans de sa vie. Parmi ces jeunes-là, il y en a qui ont contribué à casser cette même muraille-là pendant la Révolution. Ils étaient là pour aller la reconstruire parce qu'ils étaient prêts d'aller reconstruire leur pays. Et j'étais très sélectif. J'ai passé 4 mois à sélectionner le poème. Je vous jure, 4 mois à sélectionner le poème. J'ai choisi le poème d'Aboul Qasim Chebi, ce poète qui a vécu 30 ans sur Terre, mais qui avait un impact énorme. Le poème disait « Yabna Ummi, Khouya, خويا réveille-toi خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله. C'est comme ça que tu es supposé vivre. Il continue, mais brusquement au milieu du poème, il vient et il arrête sec. فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه ألا انهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة. C'était un hymne à la vie. C'était un hymne à la vie, c'était un hymne aux jeunes. Vous pouvez voir sur le documentaire, les jeunes, ils répétaient cette même phrase-là. Ils répétaient parce que ça avait du sens. Ça avait... Je ne vais plus parler de ça, car... Je vais vous parler car au milieu de tous ces projets-là, j'en ai fait plusieurs. Il y a un projet qui me tient à cœur, ça s'appelle The Lonely Child. Je rêve dans ma solitude. Ce projet-là, en fait, je vais le dédier aux enfants qui souffrent de souffrance. C'était un peu pour souligner le thème de la solitude dont souffrent beaucoup de gens dans le monde. Car la calligraphie, elle m'a donné une voix.
Ma voix, je la donne aux gens qui n'en ont pas. Je te la donne, je te la donne, je te la donne, ma voix. Je la donne aux milliers d'enfants, des fois souffrant en silence. Il n'y avait personne pour en fait apaiser cette souffrance-là. Ma voix, je la donne car je suis fier de ma langue. Toutes les civilisations ont été fières de leur langue, alors vous devez être fiers de votre langue. Pourquoi nous devons faire l'exception? علاش on n'est pas fiers de notre langue? نتكلم العربي, نتكلم français, mais notre langue, on doit connaître notre histoire. Je finis en fait pour... J'ai risqué ma vie pour écrire ce truc-là à Beyrouth. C'était en pleine nuit, il y avait du tonnerre partout. Et j'étais assis sur un phare où il y avait un truc pour attirer le tonnerre. J'ai risqué de mourir en fait, mais j'ai pris le risque pour écrire ça car j'ai souffert en silence. Et j'ai souffert tout seul. Et à la fin, je ne vais plus parler à vous en fait, je vais parler à mes ancêtres et je vais leur dire « Wallah al-Adim, je suis fier de vous. » Écoutez, voilà, je suis pas fou, mais il m'arrive des fois quand je vois les livres, j'entends leur qalam. Ils ont passé des nuits à écrire ça, à nous transférer le savoir. L'écriture, c'est la moitié du savoir. L'écriture, c'est la moitié du savoir. Ils ont gaspillé leur vie. C'est pas gaspillé, mais ils ont passé leur vie pour nous transférer ça. Il m'arrive des fois d'écouter le bruit dans leur calame en pleine nuit sur les pages des livres. Je sors la nuit avec ma lumière et à chaque fois que je la bouge, je vois des fois leur visage passer devant moi. J'ai l'air que je fais un truc de théâtre, mais malish. Je vais leur dire, Wallah al-Azim, je suis fier de vous. Êtes-vous fiers de moi? Merci beaucoup. Merci beaucoup.